Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les règles pour les deux armées de renom des Soulblight Gravelords ainsi que les deux règles pour les régiments de renom. Les régiments de renom ne pouvant pas être utilisés chez les Soulblight Gravelords, vous pourrez les utiliser dans les autres armées de la mort. Allez, let's go! Alors, on va commencer par The Knight of the Crimson Keep. Du coup, c'est l'armée de renom qui est basée sur les vampires, mais pas le vampire à pied, les vampires montrés. Donc, le roster option, vous avez la possibilité de prendre Prince Vordrai. Si vous le prenez, ça doit être votre général absolument. Un Vampire Lord on Nightmare Steel, donc c'est le nouveau vampire sur Canasson. Les Blood Knight et un Revenant Draconis, donc c'est le nouveau dragon, vu que le Terrorgeist et le dragon zombie ont disparu. Et on vous dit que vous n'avez pas le droit d'inclure des régiments de renom ou des terrains de faction. Donc, pas besoin d'acheter les nouveaux décors de faction qui ne sont pas encore sortis. Parce que, de toute façon, il n'y a pas. Donc, plutôt restreint. Et toutes ces unités que vous choisirez gagneront le mot-clé Crimson Keep qui vous permettront de faire fonctionner l'armée. Bon, déjà, premier bémol avant qu'on lise ensemble les règles et qu'on les comprenne, il faut savoir qu'avec les points actuels, cette armée ne fonctionne pas vraiment parce que vous êtes autour de 1800 points ou vous dépassez les 2000. Donc très compliqué de jouer, je pense, à 1800 points, même si les règles sont fortes. Il n'est pas très pertinent de se retrouver avec un delta aussi important à ce niveau-là. Donc nous avons aujourd'hui une première lecture des points qui nous a été fournie par Games Workshop lors, je sais pas, c'est tombé un mercredi, un peu avant les précommandes. Je pense que c'était pour guider un peu les joueurs, leur donner une vision des points. Cependant, il est fort possible qu'à la sortie du livre d'armée, sous 3 semaines, je pense pas que ce week-end ce soit la préco, peut-être celui-là d'après, de se retrouver avec des points ajustés qui permettront peut-être de faire fonctionner cette armée correctement, mais en tout cas en état, il y a une petite lacune à ce niveau-là. Bon, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir plonger dans les règles. Donc, je vous rappelle pour les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas beaucoup d'expérience, on va dire, avec les armées de renom, vous perdez l'entièreté des règles de votre livre de règles, d'accord, pour en gagner des nouvelles règles. Ces règles-là ne s'additionnent pas avec celles de votre livre d'armée, d'accord. Donc, vous perdez toutes les règles des Soulblight, la fin pour les vampires, toutes ces choses-là, le repop, le balafin, le truc. Qu'est-ce qu'on gagne de nouveau à jouer du coup ça, vous allez pouvoir pendant votre phase de déploiement mettre en réserve donc des unités Crimson Keep, donc ça peut être n'importe qui, vu que tout le monde a ce mot-clé. Cependant, il y a une restriction qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir plus d'unités en réserve que vous avez d'unités sur le champ de bataille. Cette restriction est assez connue pour tous les joueurs qui jouent Stormcast ou genre de choses-là avec des frappes en profondeur, souvent c'est le cas. Et donc vous allez pouvoir, en complément de cette règle-là, à votre phase de mouvement, vous voyez, non, pas votre phase de mouvement, à n'importe any mouvement de phase, donc n'importe quelle phase de mouvement, une seule fois par bataille. Donc là, vous dites c'est un peu étrange, une seule fois par partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez choisir toutes les unités qui sont mises en réserve, donc in the Crimson Keep, pour les setup sur le champ de bataille. Cependant, vous n'avez pas les setup n'importe où. Vous allez devoir les setup entièrement à neuf d'un bord du terrain et à plus de 9 des adversaires. Donc déjà, on commence à se poser la question, quelle est l'utilité de mettre en réserve des unités qui sont quand même onéreuses? Je veux dire, Vordrai, c'est 500 points. Les Blue Knights, c'est assez cher aussi. On va souvent vouloir les jouer renforcés pour pouvoir bénéficier de la capacité de Vordrai. La capacité de Vordrai, il faut tuer des trucs. Donc, quand on est en réserve, est-ce qu'on peut tuer des trucs? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est plein de questions qui se posent, à chaque fois qu'en plus tout bouge minimum de 10, 12, je sais plus pour cette cavalerie, que le Vampire Lord Nightmare Steel vous permet de faire des contre-charges avec 2 unités et bénéficie au Blue Knight à la charge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce combo, je mets en réserve et je fais apparaître autour du terrain, c'est pas même pas n'importe où sur le champ de bataille. Je me pose quand même des questions sur l'usage de ces derniers. Je pense qu'on se verra beaucoup plus d'unités sur le champ de bataille que d'unités en réserve pour le peu que ça peut avoir. Sans compter que la règle n'est pas complète parce qu'on vous dit que vous ne pouvez utiliser cette capacité, donc any movement phase, une fois par partie, qu'à partir du 3e round de bataille. Donc,
Vous ne pouvez pas l'utiliser, excusez-moi, au premier round de bataille, je veux dire. Donc, vous pouvez même pas vous en servir pour faire une frappe agressive. C'est n'importe quelle phase de mouvement, donc vous pourriez jouer en premier, attendre que votre adversaire joue et arriver sur les bords, un peu comme des Beasts of Chaos qui peuvent cercueil le champ de bataille. Non, non, c'est qu'à partir du round 2, donc pourquoi pas. C'est voilà, je suis un petit peu circonspect vis-à-vis de l'usage de cette règle. Je pense qu'il est plus pertinent de mettre vos troupes sur le champ de bataille. Au pire, une unité non renforcée de Blue Knight, pourquoi pas, mais je ne suis pas convaincu. Et on vous dit que si jamais vous utilisez cette capacité à partir du troisième round de bataille, ou plus tard dans la partie, euh, vous pourrez utiliser du coup la commande Ability Curve of the Bloody Pass gratuitement. Donc on va voir après, elle coûte 1 point de commandement. Donc à partir du troisième round, elle devient gratuite quand vous sortez de FEP. Attention, le fait que dire que vous ne dépensez pas de points de commandement veut quand même dire que vous dépensez la capacité. Donc vous n'allez pas pouvoir la dupliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là aussi, je mets en doute un peu l'intérêt de ce combo-là. Alors là, vous me dites, ouais, c'est quoi cette capacité Care of the Bloody Path? C'est très simple, c'est un point de commandement, donc c'est assez onéreux. Votre phase de charge, donc vous ne pourrez pas l'utiliser en contre-charge. Et du coup, on vous demande de choisir une unité de Blood Knight seulement pour utiliser cette ability. Mais la particularité, c'est que vous pouvez l'utiliser que si vous êtes en combat. Donc ça veut dire que vous avez réussi une charge à votre tour, ou alors que vous êtes fait engager au tour après et vous êtes englué, ou alors vous avez chargé et vous prenez un double tour, vous n'avez pas fini l'unité. Voilà, ce sont les conditions pour vous en servir. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'utiliser une deuxième charge ability, même si vous êtes en combat et même si vous avez déjà chargé. Donc on comprend que vous avancez votre pack de Blue Knight, vous chargez, vous faites charger Vordry, le Vampire Lord, ou alors vous contre-chargez au tour adverse avec Vampire Lord et les Blue Knight. Vous êtes toujours engagé. Vous pouvez utiliser cette capacité pour pouvoir recharger. Donc quel est l'intérêt de pouvoir recharger? Principalement activer le dégât 2 des Blue Knight en charge. Donc vous serez principalement toujours en dégâts 2, sans compter que ça s'active en phase de charge. Donc vous pourrez donner un point de commandement en phase de combat pour un all-in attaque ou un all-in défense. Très très forte comme règle. On vous dit que vous chargez, donc éventuellement si vous chargez un écran, bah, vous allez pouvoir charger une fois supplémentaire pour vous rapprocher d'une autre unité. Nous savons que les Blue Knights ont une capacité qui leur permet de traverser les unités infanterie ennemie. Donc éventuellement les petits écrans, les choses comme ça, vous allez pouvoir passer au travers et aller chercher ce qu'il y a derrière. De la projection, donc c'est un outil tactique et technique à utiliser pour pouvoir valoriser la capacité de vos Blue Knight pour tout le temps qu'ils soient en Reine-1 dégâts 2 et faire en sorte d'atteindre les cibles que vous souhaitez. Bien sûr accompagné du Vampire Lord d'un Nakmar Steed qui donne un +1 de Reine en permanence quand vous êtes entièrement à 12 de lui. Et que l'unité a chargé. Donc vous allez charger, vous serez toujours en Reine-2, dégâts 2. Bien sûr, accompagné de Vordry, si vous détruisez une unité, vous serez en dégâts 3 ou avec plus d'attaque, c'est vous qui souhaitez faire ça comme vous souhaitez. En état, Vordry n'a pas été modifié, donc vous pouvez de façon déjà pile-in comme vous le souhaitez dans tous les sens. Et en plus, si vous êtes engagé, mettre des blessures mortelles. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, les points ne vous permettent pas de faire l'armée parfaite, mais en tout cas, ne serait-ce que juste cette règle-là, parce que le reste de mettre en frappe en profondeur, on s'en fout un peu, à part si vous souhaitez bien sûr protéger des unités d'une armée qui aurait énormément d'alpha à la magie ou au tir. Et parce que là, vous n'avez plus la fin des vampires pour vous soigner, bien sûr. Voilà, donc c'est une bonne règle, un bon outil qui vous coûte un point de commandement malgré tout, mais de toute façon, vous allez pouvoir vous en servir que 5 fois dans la partie, parce que vous n'avez que 5 phases de charge. Mais au moins, vos Blue Knights seront en permanence on point, comme on dit. Et en plus de ça, vous avez un Rampage qui vous dit de choisir un Crimson Keep Monster, donc ça sera soit Vordry, soit le Revenant Draconis, qui est en combat et qui n'a pas utilisé de Rampage. Donc attention, Vordry, son pin-in est un Rampage.
Et le Rampage Revenant Draconis se fait en phase violette, qui lui permet, s'il est engagé, de se soigner et de repartir en frappe en profondeur en faisant des 3 blessures mortelles. Là, on vous dit que si vous n'avez pas utilisé de Rampage Source, si vous êtes engagé, vous allez pouvoir faire un mouvement de 2d6, donc c'est très aléatoire. Par contre, vous devez obligatoirement rester en combat avec l'unité ciblée. C'est pas rester en combat, donc vous ne pouvez pas en profiter pour vous envoler et aller ailleurs. Et si vous le faites, vous roulez un dé. Si ce dé bat la caractéristique de point de vie de l'adversaire, vous slainez un modèle. Donc c'est bien parce que c'est exced, donc c'est pas double, comme par exemple vous l'avez en géant. Ce qui fait que sur des unités qui ont 2-3 points de vie, vous pouvez facilement aller chercher le 4+, pour tuer un modèle, c'est bien. Et sur des unités qui ont 5 points de vie, le 6 est toujours jouable, donc intéressant. Cependant, si vous faites ce rampage-là, vous ne pouvez plus en faire d'autres. Donc à voir si vous préférez pas finalement le peeling de Vordry qui lui est sûr. Sinon, vous pourrez toujours vous repositionner, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup sur Revenant Draconism, vu que le profil déjà est pas dingue. Son rampage pour pouvoir soigner, repartir en frappe en profondeur est peut-être plus intéressant, on va dire, d'un point de vue survivabilité. Voilà. En tout cas, bon, un point de commandement intéressant et un rampage situationnel. Alors maintenant, on va regarder les optimisations que vous allez pouvoir donner à vos personnages. Le personnage, de toute façon, il n'y en a qu'un seul, hein, ça sera un Vampire Lord Nightmare Steel. Le trait héroïque se passe en phase de combat et vous dit que vous allez recevoir des 3 Martial Power Tokens. À savoir que les Martial Power Tokens, du coup, sont retirés au début de chaque nouveau tour. Donc, vous allez le faire à chaque phase de combat. Vous allez générer un nombre X de Martial Power Token et ils vous serviront que pour la phase de combat. À l'idée, vous ne pourrez pas vous en servir au tir ou autre. Qu'est-ce que vous dit cette règle des Martial Power Token? En fait, vous allez pouvoir consommer un de ces D3 points pour utiliser un des effets suivants. Vous avez le droit de relancer un jet de touche, un jet de bless ou un jet de sauvegarde. Donc, ok tiers dans l'idée, hein, mais c'est pas exceptionnel. Si vous faites un 1 sur votre dé, je pense que vous relancerez un jet de sauvegarde, c'est toujours mieux, hein, sur ce genre de personnage, on sait à 3. Et si vous avez un 2 ou plus, vous pourrez relancer un jet de touche, un jet de bless et un jet de save, mais en soi, c'est toujours intéressant d'avoir une relance, mais c'est pas pour autant que ça va vous fiabiliser à 100% l'usage de ce dernier. Vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas en sous-faction des vampires, donc quand vous chargez, vous n'êtes pas en plus un bless non plus, donc voilà. C'est un petit joujou, c'est intéressant, vous l'avez jusqu'à la fin de la partie, mais ce n'est pas pour moi, en tout cas personnellement, quelque chose qui va singulariser de manière importante votre personnage. Et l'artefact, c'est très simple, c'est une fois par bataille, à la fin de n'importe quel tour, vous allez pouvoir soigner de 3d3 votre personnage, donc très très bon sort de soin, de capacité de soin, parce que vous allez pouvoir remettre beaucoup de points de vie. Votre personnage, il a 8 PV maximum, donc si on n'a pas de Vampire Lord, comment ça s'appelle, un Dragon Zombie, donc quand vous en servirez, vous allez le soigner quasiment à fond, ça va être top. Cependant, vous avez quand même plus de risques qu'il se fasse tuer en une fois, donc un bon outil de survivabilité. Par contre, voilà, il arrive, il y a écrit à la fin de n'importe quel tour, donc on aurait peut-être aimé à la fin de n'importe quelle phase, si éventuellement vous avez pris une grosse phase de tir ou de magie, là, je pense que bon, vous avez quand même des chances que le personnage meure. Je ne sais pas si ça sauvera beaucoup, beaucoup de vampires à ce niveau-là. Alors maintenant, nous allons pouvoir regarder les sorts. Donc, vous savez que les vampires sont sorciers. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3 niveaux de magie. Ça va dépendre de votre construction de liste. Le premier sort que vous avez, c'est le sort illimité qui sont sur du 7. Donc 7, c'est quand même assez élevé en lancement de sort, sachant que vous n'avez pas la soustraction des vampires qui vous donne plus 1 au casque quand vous n'êtes pas engagé. Donc, il va falloir le passer nature. Qu'est-ce qu'il nous dit ce sort? Vous prenez un sorcier, donc Crimson Keep, donc l'un des vôtres, hein, et vous choisissez une cible à 18 pouces, donc 18 pouces c'est une bonne portée quand même. Et si vous y arrivez, vous faites des 3 blessures mortelles, bon c'est sympa, hein. Et pour le reste du tour, vous ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques faites par le lanceur. Donc si c'est Vordry qui le fait, vous êtes content entre guillemets, cependant attention, ça n'affecte bien sûr pas les armes compagnons. Et si c'est le Vampire Lord
Nightmare Steed. Pareil, ça affectera que lui, pas la monture. Donc bon, c'est sympa pour faire des 3 blessures mortelles. C'est sympa pour aller chercher un plus un touche parce que dans l'idée, on va préférer mettre le all-in attack sur les Blue Knight. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la saturation, ce qui va fiabiliser, lisser le nombre de jets d'attaque que vous allez lancer comparé à quand vous avez 3-4 attaques, le plus un touche, bah, il y a beaucoup trop de variance pour pouvoir être intéressant. Donc voilà, ça peut permettre de corriger un petit peu les attaques d'Overdrive, mais c'est vrai que n'affectant pas le dragon, c'est tout de suite moins intéressant. Ensuite, bah, nous avons un autre sort qui sont sur du 7, Awakened Fury, qui vous dit de choisir une unité Crimson Keep entièrement à 12 et visible du lanceur du sort. Et là, vous allez ajouter 1 au dommage des armes faites par les compagnons jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est un bon buff parce qu'il va rester votre tour, éventuellement le tour adverse, voire le double tour bien sûr. Et plus 1 aux compagnons, bah c'est top. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le lancez sur vos Blue Knight, les montures seront en dégâts 2. Vraiment, même si c'est les canassons, ça fait pas rire du tout, parce qu'avec un attaque en règle, c'est quand même assez fiable. Si c'est lancé sur Overdrive, bah, son dragon, il tartine quand même bien de base, et c'est pas choisissez une arme de profil, hein, c'est les armes compagnons plus un dégât. Et sur le poney du héros, là, ça ne sert strictement à rien, on ne le choisira pas. Donc un très bon sort qui vient vraiment augmenter de manière significative votre impact dans la partie. Vraiment, pour le moment, à part la constitution de liste qui est un peu boiteuse parce que vous êtes autour de 1800 points, du coup vous avez des points perdus, vous ne pouvez pas remplir pour le moment. Les 2 sorts qu'on voit sont relativement bons et le fait de pouvoir toujours charger avec vos Blue Knight, c'est très fiable aussi. Et pour finir, nous avons Deadly Gale qui se lance sur du 7, qui vous dit de choisir une unité Crimson Keep entièrement à 12 de ces derniers. Et si vous y arrivez, vous chargerez avec 3d6 parce que vous ajouterez 1 au nombre de dés pour votre charge. Donc si l'armée n'avait pas suffisamment comme ça de, on va dire, de capacité, de mobilité, d'opportunité de charge, et ben là vous allez pouvoir charger à 3d6 une fois de plus avec l'unité que vous souhaitez. Donc Vordrive, je suis pas sûr qu'il en ait besoin, mais voilà, vous savez que votre pack de Blue Knight en tout cas va sûrement aller au casse-pipe avec plus un dégât sur les armes des compagnons et les bonus qu'on a vus ensemble. Concernant les Manifestation Lore, si vous prenez celui-là des Soul Black Grave Lord, vous n'aurez accès que à All Care Relic qui vous permet donc de pouvoir soigner vos unités de vampires autour ou de gagner plus une attaque. Je ne sais pas si c'est la manifestation on va dire, la plus forte que vous avez la possibilité d'aller chercher, mais vu que vous n'avez pas non plus énormément de lancement de sorts, parce que malheureusement, bah, vos sorciers sont quand même limités, vous n'avez pas Nagash, vous n'avez pas ce genre de choses-là, donc peut-être que juste ce petit truc pour pouvoir soigner de temps en temps certains personnages, en plus des autres capacités de soins, ça peut être intéressant, en tout cas ça sent sur du 6, donc c'est largement atteignable normalement. Donc là, nous avons vu l'entièreté des règles pour cette armée de renom. On sent un gros potentiel d'une armée Alpha Strike très agressive où vous allez pouvoir passer des bonus de charge à 3d6, de plus un dégât sur les armes de compagnon avec la possibilité de charger puis recharger. Vous êtes vraiment sur une armée très combattante, vous êtes très mobile parce que tout c'est que de la cave. À voir si les coups en point permettent d'arriver peut-être à quelque chose de plus proche de 1950 que de 1800. Mais en tout cas, en état avec 1800 et les bonus que bénéficie l'armée, vous pouvez quand même être solide sur vos appuis. Je pense vraiment il y a de quoi faire des belles parties et d'aller chercher des grosses victoires. Cependant, la construction de liste, le list building étant un petit peu limité, il est possible que vous ayez du mal à faire certaines tactiques. Parce qu'on n'a peut-être pas envie d'envoyer un pack de 5 Blue Knight sur les côtés et faire les flancs, envoyer des packs de 5 ou 10 Blue Knight faire le centre. Donc vous allez être obligatoirement dans un setup où il va falloir aller chercher de la létalité. Cependant, face à des armées comment de corps à corps, vous allez être plutôt bien parce que
on cherche la meule, on cherche le combat, vous avez des bons outils pour ça, et entre Vordrai, plus les Blue Knight, plus le héros Blue Knight, bon, bah, normalement vous avez de quoi meuler correctement. Seul, je pense, l'usage du dragon zombie ne sera... faut vraiment que cette unité perde en coup en points, parce que 260 points pour ce que ça fait, c'est beaucoup trop cher. Alors maintenant, nous allons pouvoir regarder la deuxième armée de renom, à savoir les Barrow Region. Donc, votre roster option, c'est simplement des unités qui ont le mot-clé Death Rattle. Donc, c'est très limité. Vous allez avoir les squelettes, les nouveaux Graveguard, les nouveaux Black Knight, le Whisking à pied et bien sûr les deux versions, donc le Whisking et le Whistlord. Donc c'est plutôt limité dans l'usage de votre armée. Par contre, vous allez avoir une belle armée à thème full squelette. Donc est-ce que les règles que nous allons voir ensemble surpassent l'usage des règles des Soul Blight et du coup vous aideront à jouer cette armée, oui ou non? En tout cas, il est très intéressant de noter que si jamais vous choisissez de jouer en Barrows Légion et vous avez dans votre roster un Whisking ou un Whisking on Skeleton Steed, ces derniers gagnent le mot-clé War Master, ce qui vont vous permettre de rentrer 5 unités dans l'usage de ce dernier plutôt que 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc intéressant sur les constructions de liste. Alors du coup, la première règle que nous avons, c'est The Royal Crypt. Donc c'est très intéressant dans la manière dont c'est amené. Au lieu de faire votre déploiement de vos cryptes comme vous avez l'habitude de faire en Soulblight, c'est-à-dire un chez vous, un entièrement à l'extérieur de chez vous et un où vous voulez sur le champ de bataille, vous allez regrouper vos 3 éléments de décor, vos 3 cryptes en une seule méga crypte. Ce qui va faire qu'au lieu d'avoir 8 points de vie par crypte, ces 3 cryptes vont être considérés comme un seul bâtiment, et du coup vous aurez 24 PV en save à 4, ward à 6. Donc ça vous fait un beau bébé. Cependant, attention, cet élément de décor doit être mis entièrement dans votre territoire et à plus de 3 pouces des objectifs et au terrain de feature. Donc là, c'est pour moi le plus gros problème, c'est selon la configuration des tables, selon la configuration des objectifs et selon la configuration des terrains, on va dire, des scénarios, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas poser votre élément de décor. Et l'élément de décor, vous allez voir, est la colonne principale de votre, comment ça s'appelle, de vos règles d'armée. Donc c'est vraiment, vraiment dommage à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez pouvoir setup les 3 éléments de décor, chacun à un demi-pouce. Donc là, très intéressant, vous allez pouvoir faire soit une ligne avec un au milieu, 2 sur les côtés, un demi-pouce chacun, ou les coller même à 0. Vous allez pouvoir peut-être faire un escalier, vous allez pouvoir les mettre en triangle, vous allez pouvoir les mettre en L, en S, comme voilà. Il n'y a pas de forme définie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous allez devoir, en tant que joueur Soulblight, nous allons devoir réfléchir à la forme de cette dernière, parce que plus vous l'espacez, plus ça va prendre de place, plus vous le réduisez, plus ça va être facile pour votre adversaire peut-être de venir cliquer un coin si vous faites une ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la manière de poser cet élément de décor est vraiment très importante, et je pense qu'il faudra plusieurs parties d'entraînement avant de trouver une forme qui soit pertinente et qui fonctionne complètement à ce niveau-là. Et la règle suivante vous dit que vous allez pouvoir, du coup, The Gift of the Pretty Kingdom, choisir 2 unités Barrows Legion Hero non uniques et leur donner un Artifact of Power sur la liste des Artifacts of Power de l'armée, qui va vous permettre finalement de jouer avec 3 Artifacts of Power au lieu de 1, mais vous allez voir, c'est important parce que ça fait partie de la colonne vertébrale de cette armée. Intéressant au list building, si jamais vous avez plus que 3 héros, sinon vous savez que tous vos héros auront un artefact, de pouvoir jouer comme ça en donnant un cadeau à l'un plutôt qu'à l'autre. Alors, la règle suivante, c'est The Grave Sentinel qui vous donne un passif. Donc un passif, vous êtes éligible tout le temps à ce dernier, tant que vous répondez aux conditions. Donc là, la condition, c'est que vos armes de mêlée, de toute façon, vous n'avez pas de tir, hein, c'est très simple, gagnent anti-charge plus un rend quand vous êtes entièrement à neuf de votre Cursed Sepulchre, donc de Discord Faction. Donc c'est pour ça que je vous disais que la manière de le poser est très importante à le prendre en compte, parce que si vous souhaitez que beaucoup de vos unités
bénéficie de cette anti-charge Rennes plus 1, il va falloir quand même faire en sorte de vous donner la possibilité de mettre vos unités entièrement à 9 du décor. Alors, on est content que ça soit entièrement à 9 et pas entièrement à 6, parce qu'il y a beaucoup de règles qui traînent comme ça, mais on aurait peut-être préféré entièrement à 12 à ce niveau-là. Cependant, on se rend compte que ce passif s'applique principalement pour les unités qui vont défendre votre décor de faction, parce que entièrement à 9, le décor de faction ne bougeant pas, il ne va pas vous accompagner chez l'adversaire si c'est vous qui agressez. Je vous rappelle que la règle anti-charge plus un Rennes vous dit seulement vous gagnez 1 de pénétration d'armure quand vous êtes en contact avec une unité qui a chargé. Cependant, vous pouvez très bien vous-même avoir chargé. Imaginons que vous avez une unité qui est comme ça, qui se fait charger et que vous contre-chargiez l'unité qui a chargé. Vous êtes en contact avec une unité qui a chargé. Du coup, vous avez votre bonus éligible. D'accord? On ne vous demande pas d'avoir reçu une charge. Il faut juste être en contact avec une unité qui a chargé. Éventuellement, si par exemple pendant l'unité vous charge et pendant le peeling, cette unité active engage une autre unité, l'autre unité étant en contact avec une unité qui a chargé, elle sera éligible à cette règle. Alors, la règle suivante, elle s'appelle All to Dust. C'est, je pense, la règle la plus forte de cette armée, qui va peut-être justifier l'usage ou pas de cette armée de renom, qui vous dit qu'à partir du 3e tour de jeu Battle Round, il n'y a que 5 Battle Rounds dans une partie, je vous rappelle, toutes les unités qui sont rien à voir, qui vous dit qu'à partir du 3e tour de bataille, si votre décor de faction est sur le champ de bataille, vous soustrayez 1 au jet de sauvegarde pour les unités ennemies. Donc ça s'applique sur tout le champ de bataille, il n'y a pas de conséquences particulières, il faut juste être au 3e tour de bataille et avoir votre décor de faction en vie. Votre décor de faction, c'est 24 points de vie, c'est 24 ward à 6. Donc votre adversaire sait qu'il va jouer un peu contre la montre, qu'il va devoir essayer de vous détruire absolument ce décor parce que vous n'allez pas pouvoir, comment ça s'appelle, ne pas jouer avec parce que, en fait, moins 1 de sauvegarde sur toute l'armée adverse, ça vous change tous vos stats. Attention, on va faire un petit point sur la manière dont la règle est écrite The Royal Crypt. Il est écrit vous setupez, donc mettez en place vos 3 éléments, 3 pièces de décor. Cependant, c'est bien écrit, elles sont conseillées comme une seule cure sépulture. Ce qui fait que vous savez que votre décor de faction se soigne quand des unités meurent autour. Donc vous n'allez pas pouvoir faire 3 fois ce bonus-là et faire en sorte que votre décor est increvable. C'est bien un seul sépulcre, donc une seule fois qu'il pourra se soigner avec sa règle de soin et pas 3 fois la même. Cependant, la règle, c'est vrai que le 3e tour de bataille, ça peut paraître long, mais finalement, premier tour, vous faites genre vos flancs ou le centre, et le deuxième tour, le flanc, le centre, ainsi de suite. Et si vous avez toujours envie, vous allez pouvoir, à partir du 3e tour de bataille, donc finalement faire 3, 4, 5, donc plus que la moitié de la partie, avec un debuff très important de sauvegarde sur l'adversaire, donc c'est plutôt balèze. Il n'y a que les Nightone qui finalement n'auront pas d'incidence à jouer contre cette armée-là. Et pour finir, vous avez la même règle de repop que celle des Soulblight qui vous dit que une fois par battle round, n'importe quelle phase de mouvement, vous pourrez ramener à la vie une unité à demi-effectif entièrement à 12 d'un héros ou entièrement à 6 d'un élément de décor. Il y a plus de 9 des adversaires et si c'est pendant votre tour, vous pouvez ramener à plus de 3 de vos adversaires, mais vous ne pourrez pas charger. Ce qui va fiabiliser votre manière de défendre bien sûr votre décor de faction, mais aussi d'avoir votre récursion que les squelettes ont besoin pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'à la première lecture, vous ne réanimez pas 3 modèles, toutes les phases de héros, blablabla, blablabla, d'accord? Alors maintenant que nous avons vu les traits de bataille, nous allons pouvoir passer aux optimisations. Donc les Heroic Traits, vous en avez 3, ce qui est très intéressant comparé à celle des vampires où il n'y en avait qu'une seule et énormément d'armées de renom n'en ont pas beaucoup, donc c'est bien d'avoir du choix. La première se fait en phase de mouvement et on vous dit de choisir une unité entièrement à 12 du porteur et vous ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement. Donc 2 sur de la cavalerie qui bouge de 10, c'est vraiment bien. Mais alors 2 sur des Graveguards qui bougent de 4 de base, 6 potentiellement avec le fil sergent, là vous êtes passé à 8, ça vous fait quand même une unité qui atteint presque le mouvement de cavalerie. Donc c'est, je pense, l'une des règles que nous verrons le plus souvent parce que c'est très structurant.
La deuxième vous dit qu'à la fin de n'importe quel tour, si le porteur a tué un modèle, ennemi modèle, vous pouvez vous soigner de D6. Donc très intéressant pour augmenter la survie de votre personnage. Cependant, comment dire, euh, vous n'avez pas 18 points de vie sur vos personnages, hein, c'est 5 à pied le whisking et c'est 8 je crois le whisking monté. Donc voilà, vous n'allez pas non plus traverser. Voilà, si vous savez D6, c'est bien, mais c'est pas, vous avez plus de chances d'être mort ou que de pouvoir vous soigner correctement. Donc, je suis pas très très convaincu par ce dernier. Et l'autre vous dit qu'il y a la phase de déploiement, donc pendant la phase noire, la phase de préparation de vos unités, vous allez pouvoir choisir un mot-clé, et en fait, quand une unité attaquera le porteur de ces traits héroïques qui est en condition, donc soit infanterie, soit cavalerie, soit monstre, soit beast, un jet de sauvegarde de 4+, pour une attaque qui le cible sera automatiquement réussi. Donc le porteur a une sorte de 4+ éthéré, on va dire, sous condition du bon mot-clé. Donc bien sûr, si vous jouez contre Son of Behemoth, vous êtes très heureux parce que vous choisissez Monster et vous savez que sur un 4+, ou éthéré, vous réussirez toujours vos saves. Cependant, à part Son of Behemoth, généralement les armées sont polarisées avec un peu d'infanterie, un peu de cavalerie. Donc est-ce que le bon mot-clé arrivera au bon moment? Vous dites à votre adversaire lequel c'est, du coup ce dernier va essayer de faire en sorte de ne pas rentrer pour répondre à la condition de cette optimisation. Donc une fois de plus, je suis un petit peu voilà, je doute un peu de l'usage de cet artefact, de ce trait héroïque là, je veux dire, parce que je pense que ça fonctionnera pas souvent, et en plus c'est le genre de truc où qui sont un peu à litige parce que vous allez oublier, dire attendez mais tu m'as attaqué avec ça, combien j'avais fait de 4 plus, blablabla. Bon. Et en plus de ça, j'ai déjà répété tout à l'heure, mais vos héros, ils n'ont pas 36 points de vie, donc il y a de grandes chances que même les save 1, 2, 3 ratés suffisent à perdre vos héros. Donc moi, je me concentrerai plus en tout cas sur les deux de move qui sont fiables. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a rien. Donc, et en plus, je trouve que ça fit bien avec l'armée. Alors, du coup, nous avons regardé les Artifacts of Power. On se rappelle que vous en choisissez un sur votre liste et qu'avec vos allégeances, vous allez pouvoir en choisir deux de plus. Donc, le premier vous donne une ward à 5 au porteur. Sur le papier, c'est très fort, mais en fait, c'est très naze. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Baronite, euh, quand un héros cavalerie est à 3 pouces d'unité de Baronite, ils partagent une ward à 5, donc vous allez toujours faire en sorte que ça soit le cas. Donc là, il y a un doublon inutile. Et les Grave Guards donnent une ward à 5 quand ils sont à côté d'un héros infanterie. Donc en fait, ça n'a aucun sens pour moi, ce truc-là. À part si vous avez un héros qui va qui a la possibilité de se retrouver tout seul un moment, mais je vois pas trop comment. Donc si vous jouez correctement, vous n'aurez pas besoin de cet artefacteur. Le deuxième, The Crown of the Cold Command. Donc là, c'est Once per turn any hero combat, hero phase, je dis, excusez-moi. On vous demande de choisir une unité Barrow Légion, je veux dire, entièrement à 12 du porteur. Sur un 3+, vous allez pouvoir soigner 3 la cible. Ou s'il n'y a pas de point de vie à soigner, remonter jusqu'à 3 points de vie de modèle. Donc en fait, c'est l'allégeance des Soul Black Gravelord de base, sauf que la légende des Soul Black, c'est 3 unités, là c'est qu'une seule, et là c'est sur un 3+. Donc je pense qu'on la prendra parce que dans les 5, tout n'est pas bon. Ça va vous permettre de soigner plus facilement vos héros, ça va vous permettre de remonter à la vie éventuellement des Grave Guards, des squelettes, des Barrow-Knights, ce que vous voulez. Cependant, le 3+, je trouve qu'il est assez rigide, hein. C'est-à-dire qu'en sous-black, c'est 3 unités entièrement à 12. Là, c'est une sur un 3+. Bon, c'est un petit peu difficile, je trouve. Est-ce que c'était trop fort sur les tests qu'ils ont fait et qu'il fallait mettre une restriction? Je sais pas. En tout cas, celui-ci est ok tiers parce que bah, déjà le premier, vous voyez, est inutile. Le deuxième, c'est Once per Battle, End of Any Turn. Donc en phase violette, vous choisissez un ennemi héros avec lequel vous êtes engagé et vous lui infligez des 6 blessures mortelles. Moi, j'aime pas ce genre d'artefact parce qu'à chaque fois que vous allez le faire, ça va faire un 1 ou voilà, c'est trop aléatoire. Ça aurait été D3 plus 1, D3 plus 2, pourquoi pas. Mais là, bon, je suis désolé, c'est pas,
c'est pas exceptionnel. En plus, il faut que le porteur soit engagé avec un héros, blablabla. C'est même pas une unité. Donc, pareil, je suis pas très très convaincu. Donc là, déjà, on a vu 3 sur 5 et vous voyez que bah, il y en a un boiteux et les deux autres sont mauvais. Le quatrième, The Grave Sand Pendant, qui vous dit que si cette unité devait être détruite, donc détruite, c'est soit parce que vous avez subi une règle, une capacité qui vous slain, soit parce que vous n'avez plus de points de vie ou d'être retiré du champ de bataille. À la place, c'est sur un 3+, l'unité n'est pas détruite, elle reste sur le champ de bataille avec un point de vie, elle ne peut plus utiliser ce passif. Donc c'est un peu la Grand of Rebirth des Sylvanettes. Sur un 3+, vous revenez à la vie. Donc il y a un combo où vous faites porter ça à votre seigneur de guerre avec le Spirit Eater, où il peut rester en vie à la fin d'un combat. Éventuellement, ce sont les D6, mais elle est forte parce que vous empêchez potentiellement une tactique de bataille, parce que vous restez en vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais elle est forte parce qu'en fait, les autres sont nuls. Donc voilà, je pense que sur les 3 qu'on doit aller chercher, on ira chercher la Crown, on ira chercher celle-ci, et on ira chercher la dernière qui vous dit qu'une fois par bataille, pour n'importe quelle phase de combat, vous choisissez une unité ennemie à 9 pouces. Donc 9 pouces, c'est quand même loin, hein, c'est pas mal. Et sur un 2+, vous mettez Frappe Last à votre adversaire. Donc si vous faites un 1, vu que l'artefact est utilisable une seule fois par bataille, bah, vous l'avez dans les fesses. Le 2+ peut sembler excessif, mais vu que c'est à 9 pouces et pas à 3 pouces, c'est plutôt bien parce que vous pouvez protéger comme ça facilement vos unités. Donc un très bon artefact, en tout cas celui-ci, pour pouvoir dire à votre adversaire attention, si tu viens me chercher, c'est moi qui te mets le frappe en dernier, ou dans l'autre sens, vu que c'est à n'importe quelle phase de combat, vous pouvez initier des combats un petit peu litigieux, on va dire, et vous ordonnancer de manière à pouvoir voilà, que tout se passe bien à ce niveau-là. Donc, on a vu les 5 artefacts et les 3 finalement qu'on utilisera tout le temps, je pense. Quel est le potentiel pour moi de cette armée? Je suis un petit peu mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait la force des Soulblight, c'est la repop, notamment de la partie squelette. Donc là, vous savez que les Baronites remontent automatiquement un modèle par unité, mais couplé à la repop des héros, en fait, vous vous retrouvez facilement avec 2 Baronites qui remontent, vous pouvez monter des Graveguards, des squelettes, soignés, et ainsi de suite. Là, c'est moins fiable que c'est sur un 3+, c'est une seule unité. Ok, vous avez un maxi sépulcre, cependant, malheureusement, ce dernier s'active qu'à partir du tour 3 et peut se retrouver détruit, alors pas facilement, parce qu'on fait rarement 24 PV avec 4 pouvoirs d'assist en une fois, mais voilà. En tout cas, il y a une grosse cible sur votre adversaire là-dessus. Et si votre sépulcre est cassé, vous n'avez plus vraiment de repop, quoi. Pas autour des héros, mais bon, ça peut vite devenir limité, sachant que vous avez que les héros, on va dire, faibles, que les squelettes. En plus de ça, vous n'avez même pas accès aux zombies, donc c'est-à-dire aux Fellbats, à ces choses-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, intéressant, je pense, pour la rejouabilité, c'est assez sexy, mais je pense pas non plus que cette armée, malgré le moins 1 de save, se retrouve en top compétition, en top tendance ou en top jeu. À voir. En tout cas, intéressant la lecture de ces 2 armées. La première a besoin d'être fixée au niveau des points, parce que sinon on ne sera jamais joué, on ne jouera pas à 1800 points. Et la deuxième, peut-être à voir selon l'orientation des joueurs, mais je pense, en tout cas actuellement, que Soulblight natif est beaucoup plus fort dans les 2 armées parce que vous avez accès à plus de modèles différents, du coup plus de combos, une fiabilité pour faire les tactiques de bataille, parce que là on va pas se mentir, en full squelette, c'est, je pense, très difficile d'engager des unités de Baronite pour aller faire les flancs. Les squelettes à pied n'iront pas. Les Graveguards non plus. Vous repopez, vous pouvez pas mettre d'unités en réserve pour les faire sortir sur le champ de bataille, donc vous êtes tous sur le champ de bataille. Donc et un côté très cinématographique avec votre gros château et vos squelettes qui défendent tout ça, c'est cool, mais ça peut manquer peut-être un peu de patate. Vous n'avez pas accès non plus au nécro qui va vous permettre de faire une double tape pour un PC. Donc voilà, beaucoup de questions à ce niveau-là. En tout cas, c'est assez intéressant de voir l'orientation des règles qui ont été proposées pour ces 2 armées. Maintenant, nous allons plonger directement dans les régiments de renom.
qui ont déjà été présentés par Games, mais on va regarder aussi les coûts en points pour se rendre compte de ce que ça vaut. Donc les régiments de renom, aujourd'hui la première Blade of the Law King, vous avez la possibilité de la prendre dans toutes les armées de la Death, sauf du coup les sous Black Lord bien sûr. Alors bien sûr vous pouvez prendre l'unité en sous Blade, hein, mais pas le régiment de renom en soi. Qu'est-ce qui vous permet d'aller chercher? Vous voyez, il y a un sorcier, le tout est en ward à 6 et à 4. Vous avez ces 3 modèles indépendants, et du coup, les 3 ont des capacités. Il y en a une qui infecte les unités sous Blight, donc vous n'irez pas la chercher pour cette capacité, ce sort. Vous en avez une qui vous permet d'augmenter le power leveling du sorcier pour passer sorcier niveau 2. Pareil, je suis pas convaincu parce que je vois c'est 280 points, ce magnifique régiment de renom. Donc, quel est l'intérêt? Je pense que vous avez peut-être mieux dans vos armées directement, sachant que vous pouvez pas lancer les sorts du BT, donc ça veut dire qu'il faut absolument lancer vos sorts persistants, si ce sont des génériques et pas ceux de l'armée. Bon, vous commencez à comprendre le schmilblick. Et le fait de donner une ward à 5 à tous ces gens-là, pareil, c'est intéressant si les personnages sont... je vois pas l'intérêt, ils sont magnifiques. Certaines armées, peut-être, pourront se poser la question, un peu comme Kali Sentinel, parce que c'est 3 modèles qui peuvent faire des tactiques, des choses comme ça, mais en état, je suis pas convaincu. Et alors, pour le dragon zombie, le nouveau, donc vous allez pouvoir prendre pareil dans toutes les armées, sauf les Sublight. Bon, 16 PV, save à 5, ward à 6. Moi, j'ai pas mal joué dernièrement en test. Le modèle pour moi n'est pas assez impactant pour 260 points. Là, vous êtes à 240, donc vous gagnez 20 points. Donc James comprend que le dragon n'est pas exceptionnel. Principalement, il est intéressant parce que vous pouvez le mettre en frappe en profondeur et le faire rouler sur le champ de bataille, sauf qu'avec son énorme socle, c'est compliqué de faire des faits aussi gros cul. Ça peut par contre faire des blagues, reprendre des objectifs, choses comme ça. Cependant, vous n'avez aucun moyen de le ranimer à la vie. Si vous êtes engagé, vous pouvez faire des 3 blessures mortelles en phase violette, vous soignez de ces D3 et repartir en frappe en profondeur, ce qui est bien. Et quand vous prenez du coup un régiment de renom, vous avez en phase de héros, à toutes les phases de héros, vous le soignez de 3. Donc ça augmente son potentiel de tankiness, de sustain dans la partie. L'unité est magnifique, cependant pour moi c'est beaucoup trop cher. Je vois pas un monde où par exemple en Nightone vous en avez besoin, parce que des unités qui fait pas neuf, vous en avez déjà plein. En Osiark, vu le prix des unités Osiark, je suis pas convaincu que vous ayez besoin de ça. Peut-être éventuellement que blablabla. Si vous avez 240 points qui traînent, on sait jamais, mais je suis pas sûr à 100%. Donc ouais, ça, pour moi, on a un petit peu de mal à leur trouver une fonction. Donc, et en fake, ils ont déjà un dragon zombie, ils ont déjà un terror gaze, et je suis pas sûr qu'ils aient besoin de celui-là qui fait ce que fait déjà les autres. Donc voilà, vous m'avez compris. C'est dommage d'avoir 2 régiments de renom qui, pour moi, ne trouveront pas de place sur table. Les régiments de renom sont censés, pour ma part, apporter des solutions clés en main à des problématiques que certaines armées ont. C'est toujours cool de voir des modèles d'autres armées, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez certains régiments de renom qui sont très forts, comme celui-là, par exemple, du chaos, je veux dire des STD, avec les guerriers, les knights, tout ça, qui va assez cher. Là, par contre, je suis pas du tout convaincu par le profil des unités, quoi. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura intéressé, que vous avez pu prendre connaissance de toutes ces règles. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez plutôt joué un truc plutôt qu'un autre. Et puis moi, je vous dis à une prochaine sur la vidéo. Ciao tout le monde!